Nous sommes particulièrement heureux de la recevoir parce qu'elle devait venir il y a 1 an déjà. Et puis, problème de santé très sérieux l'a empêché de faire ce déplacement. Donc, on est vraiment heureux de la recevoir ce soir et on la remercie. En guise d'introduction à ce sujet, que je ne vais pas me répéter puisqu'il est affiché, je me permettrai simplement brièvement d'évoquer au sujet de ces Girondins à Saint-Émilion des souvenirs personnels d'enfants qui est né à Saint-Émilion et qui a demeuré dans la ville, dans la cité, jusqu'à l'âge adulte. Et ces souvenirs, je pense, vont pouvoir être partagés par un certain nombre d'entre vous qui sont Saint-Émilionnais d'origine. Mais d'abord, il y avait à Saint-Émilion le fameux puits des Girondins, qui se situe sous l'école Saint-Valéry, l'école privée. Il est dans la cour de l'école, je pense, maintenant, je ne sais pas l'identité depuis longtemps. Ce fameux puits des Girondins, en fait, permettait d'accéder, au moment de la Révolution, à une carrière souterraine. Et c'était le seul accès, il fallait descendre par la corde du puits, c'était le seul accès qui a permis aux 7 proscrits, aux 7 députés girondins proscrits, de se cacher pendant plus d'1 mois, et ce grâce au courage et à la volonté de Mme Bouquet, qui était la belle-sœur de Élie Gadet, un des girondins les plus célèbres. Aujourd'hui, bien sûr, cette maison existe toujours, elle fait partie de l'école Saint-Valéry. Alors, je me souviens très bien de M. Hébrard, qui était le directeur de l'école privée de l'époque. Et vous allez voir le rôle qu'il a joué. Bon, moi, je n'étais pas à l'école privée, mais je le connaissais tout de même. Moi, j'étais à l'école publique, où on avait des instituteurs, vous savez, qui n'étaient pas très loin des fameux hussards noirs de la République, mais qui avaient un dévouement et une conscience professionnelle exemplaire. M. Hébrard avait constitué une documentation sur l'histoire des Girondins, d'après un témoignage que nous avions recueilli en son temps, avec des documents d'époque. Et donc, grâce à ces documents d'époque, il était devenu le cicérone du site. Il faisait visiter ce puits des Girondins auquel on accédait par un petit escalier très escarpé. Il racontait avec beaucoup de brio, je me rappelle, pour l'avoir entendu, cette histoire des Girondins, cette saga des Girondins à Saint-Émilion. Et lorsque il y avait des visiteurs qui se présentaient que dans les heures de cours, parce qu'il y avait assez peu de visiteurs à Saint-Émilion à l'époque, mais ils pouvaient venir pendant les heures de cours, mais il déléguait un élève à qui il avait appris le texte de la présentation, un élève qui faisait visiter le puits des Girondins. C'est un témoignage d'un ancien élève de cette école privée. Et alors, le deuxième... Ah oui, je termine en disant que cette visite s'est faite, je crois, jusque dans les années 1960. Après, bon, M. Hébrard, bien sûr, a disparu. Elle a été arrêtée. À Saint-Émilion, le fils de tourisme avait songé à faire reprendre cette visite, mais bon, ça posait de gros problèmes parce que, justement, ce petit escalier escarpé n'était pas du tout adapté aux normes de sécurité. Donc, c'est quelque chose qui a disparu. Et ce site n'est plus visible. Et puis le deuxième lieu, c'est un lieu aussi qui lui est toujours visible, c'est la fameuse maison Gadet qui est au milieu du parc Gadet. Quand vous arrivez à Saint-Émilion, c'est en face des grandes murailles. Et cette maison Gadet et ce parc Gadet, c'était la résidence de la famille Gadet, bien sûr. Le père d'Élie Gadet, déjà cité, a été le dernier maire de la ville de Saint-Émilion, le dernier maire d'Ancien Régime jusqu'à la Révolution. Cette maison a été acquise en 1946 par la municipalité, comme le rappelle une plaque commémorative sur sa façade. Et dans ces noms, j'ai le plaisir à retrouver des gens que j'ai connus, que j'ai côtoyés, quelques élus, je ne vais pas tous les citer bien sûr, j'en citerai simplement 3. Le maire d'abord, M. Elie Janaillac, et 2 autres adjoints, M. Ulysse Dugos, parce qu'il était également à la grosse caisse de l'harmonie Sainte-Cécile de Saint-Émilion, et M. Abel Bertin, qui est le père d'un de nos membres les plus actifs, Serge Bertin.
Ensuite, cette maison, bien sûr, est devenue un lieu d'activités diverses sur le plan culturel et loisirs. École de danse, harmonie Sainte-Cécile, atelier de peinture de l'association CISA. Voilà. Donc, ces souvenirs qui sont liés à des lieux familiers de notre jeunesse, je dirais, constituent les éléments de ce qu'on appelle la mémoire collective, c'est-à-dire ce que l'on se raconte, ce que l'on se transmet entre amis, dans la famille. Et cette mémoire collective, elle se rattache à cette odyssée des 7 proscrits girondins réfugiés à Saint-Émilion, comme un écho de cette micro-histoire tragique qui s'est achevée en juin 1794. Et maintenant, madame, grâce à vous, cette micro-histoire locale va rejoindre la grande histoire nationale de la Révolution française pour un de ses chapitres les plus marquants, le conflit à la Convention, le conflit entre les députés girondins et les députés montagnards. Nous vous remercions. Merci. Merci beaucoup. Alors pour commencer, je dois des remerciements à la Société historique et archéologique de Saint-Émilion de m'avoir invité, bien évidemment, à vous présenter cette conférence, mais je vous dois aussi des excuses, parce que cette invitation remonte à l'an dernier et que je vous ai fait défection, parce que j'avais mal préjugé du temps qu'il me faudrait pour surmonter une opération sans gravité, mais invalidante à l'épaule droite, ce qui gêne un peu les exercices habituels d'écriture et de manipulation des ordinateurs. Voilà. J'ouvrirai cette conférence en évoquant des scènes qui se sont passées il y a plus de 2 siècles. La première scène est très connue. Nous sommes à Paris, le 10 Brumaire 2, 31 octobre 1793. L'accusateur public Fouquier-Tinville lit la sentence sur laquelle le jury populaire du tribunal révolutionnaire vient de s'accorder contre 21 députés girondins, à savoir la mort pour avoir voulu détruire l'unité et l'indivisibilité de la République. Une belle peinture du XIXe siècle montre les serments que firent les Girondins au cours de leur dernier banquet. Mais c'est une scène inventée par Charles Nodier qui nous incite à tenir à distance la mémoire de l'histoire et à regarder un peu derrière ces scènes, ces histoires convenues. Je voudrais aussi préciser que tous les Girondins n'ont pas été exécutés comme ceci le 31 octobre, puisque si 35 personnes ont été exécutées ou se sont suicidées à Paris ou en région parisienne, 12 autres ont péri en province, dont 7 en Gironde, comme le montre cette scène bien connue qui se déroule donc, comme vous le savez, près de Castillon, lorsque sont découverts les corps abîmés par la chaleur et par les chiens de 2 Girondins qui sont Pétion et Buzeau, qui ont préféré se donner la mort plutôt que d'être arrêtés et conduits sous la lame de la guillotine à Bordeaux, comme le sera leur compagnon d'infortune, Barbaroux, qui a également tenté de se suicider avec eux, mais qui a eu le malheur de rater son geste. Alors quel est l'intérêt, on pourrait se demander, de rappeler à votre mémoire ces scènes lugubres? Il ne s'agit pas de jeter l'opprobre sur une révolution française que l'on sait émancipatrice et qui a permis des acquis majeurs, comme la fin de la féodalité, l'égalité civile, qui s'est traduite notamment par l'égalité successorale des enfants, la majorité juridique des femmes, le suffrage universel, quoique masculin, l'abolition de l'esclavage, et bien sûr qui a promu les principes de liberté, égalité, fraternité, qui forment toujours la devise de notre 5e République. Il s'agit en fait de mesurer à quel point les événements qui se sont passés à Saint-Émilion ne relèvent pas seulement de l'anecdote historique, mais s'inscrivent aussi dans un affrontement majeur de la Révolution française qui s'est traduite par l'ouverture du débat politique et la concurrence de projets politiques distincts. Alors j'ai employé dans mon titre le terme de micro-histoire. Micro-histoire, ce n'est pas une manière de renvoyer ce qui nous intéresse aujourd'hui au magasin des historiettes, qui serait indigne de l'intérêt qu'on pourrait porter à une grande histoire,
une histoire parlementaire, parisienne. Ce n'est pas non plus une posture désinvolte, tenant pour quantité négligeable l'angoisse, la peur et la fin tragique d'une poignée d'hommes et de femmes. C'est une allusion à une école historiographique venue d'Italie, qui s'appelle la Microstoria, proposée par Carlo Ginzburg dans les années 1980, afin de changer la focale de l'appareil photo des historiens, ou, pour prendre une autre image, de recourir à une plus grande échelle, afin de cartographier des territoires plus petits, plus finement, que ceux qui avaient intéressé jusqu'à présent une histoire qui était largement macroéconomique et macro-sociale à l'échelle de provinces entières comme Beauvais-le-Beauvaisis ou la Méditerranée de Brodel. À l'heure de l'histoire globale aujourd'hui, le local ne peut ni ne doit être tenu pour quantité négligeable. Parce que le monde de la fin du XVIIIe siècle est déjà un monde connecté, à l'échelle notamment des révolutions atlantiques, qui concernent l'Europe occidentale, l'Irlande et l'Amérique, ainsi que les Antilles. Il s'agira de montrer que les enjeux parlementaires de la conflictualité révolutionnaire à Paris se traduisent par des conséquences tout à fait concrètes sur la province, et qu'inversement, les drames qui se déroulent dans un petit village comme Saint-Émilion peuvent évidemment avoir une signification majeure et un écho national qui résonne encore aujourd'hui. Cette enquête portera donc sur la destinée de 7 députés, qui sont d'abord Charles Barbaroux, dans l'ordre alphabétique, qui était avocat, député des Bouches-du-Rhône et qui avait 27 ans en 1793. Mais aussi François Buzeau, député de l'Eure, avocat, 34 ans en 1794. Ou encore, bien sûr, l'enfant du pays, Marguerite Éligadé, homme de loi, député de la Gironde, 38 ans en 1794. Jean-Baptiste Louvet, homme de lettres, député du Loiret, 34 ans également en 1794. Il était l'auteur d'un roman un peu léger et libertin, Les Amours du Chevalier de Faublas. Jérôme Pession, homme de Loire, député de l'Eure-et-Loire, 38 ans en 1794. Jean-Baptiste Salle, député de la Meuse, médecin, 35 ans en 1794. C'est le seul dont on n'ait pas de représentation iconographique aujourd'hui. Je vous ai mis pour combler ce manque une gouache de Le Sieur qui représente un député anonyme sortant de l'Assemblée nationale. Et puis enfin, Xavier Valady, député de l'Aveyron, militaire, qui avait 28 ans en 1794. Pour documenter cette enquête sur ces 7 Girondins, ont été utilisés d'abord les mémoires que certains Girondins ont rédigés et qui sont parvenus jusqu'à nous. Ceux de Buzeau, qui rédigea des fragments de mémoire entre octobre et novembre 93, et on sait qu'il ajouta des passages à la mi-juin 1794 qui comportent quelques informations sur sa vie d'errance en Gironde. On a également les papiers de Pession, mais qui n'évoquent pas le séjour à Saint-Émilion. De même ceux de Barbaroux, qui sont d'abord lacunaires et qui ne traitent pas non plus de Saint-Émilion. En revanche, Louvet rédigea de précieuses notices pour l'histoire et le récit de mes périls depuis le 31 mai 1793, c'est la date, le titre exact, daté des grottes de Saint-Émilion dans la Gironde au premier jour de novembre 1793. Des mémoires qui furent rédigées sur le champ, mais retravaillées après les faits et éditées en l'an 3. Et ces mémoires qui ont un vif succès, ont été rééditées à de nombreuses reprises. J'ai utilisé l'édition de référence qui est celle de Michel Vauvel, ici, en 1988. Alors ces mémoires fourmillent d'informations passionnantes, moins pour la précision factuelle sur la proscription des Girondins
que sur les représentations que les Girondins se firent de leur proscription. Car ce sont en fait aussi des textes de combat qui ne sont des textes politiques, qui ne sont pas à prendre au premier degré. Et puis aussi mes propres travaux sur l'insurrection du département de la Gironde en 1793, sous la direction d'Anne-Marie Cocula, et publié aux éditions Sud-Ouest, sous le titre « Girondins jusqu'au tombeau », et la connaissance fine apportée par une enquête micro-historique à travers les archives de la Gironde essentiellement, puis une habilitation à diriger les recherches en 2017, proposant une histoire nationale et au long cours des Girondins et du fédéralisme, me permettent donc de passer ces mémoires au crible d'une relecture critique, attentive aux incohérences factuelles, mais aussi à la nature fictionnelle d'un récit du passé nécessairement recomposé, et au parti pris des représentations qui affleurent dans la présentation que les Girondins livrent d'eux-mêmes. Enfin, des travaux anciens ont été utilisés, notamment l'imposante série de 13 articles rédigés par Roger Brouillard et publiés dans la Revue historique de Bordeaux et du département de la Gironde entre 1912 et 1939, intitulé « Nouvelles recherches sur les Girondins proscrits ». Cet avocat à la Cour d'appel de Bordeaux avait effectué un très sérieux travail d'enquête dans la bibliographie existante, comme par exemple l'Histoire des Girondins, publiée en 1861 par Joseph Cadet, le neveu du conventionnel. Une bibliographie qu'il recoupe minutieusement avec les archives départementales et municipales, mais son récit doit toutefois être utilisé avec une certaine circonspection, car la constitution de l'histoire en discipline scientifique était encore en cours à l'époque, et cela se sent un peu en matière de critique des sources et de mise en récit d'un passé, non sans parti pris personnel, jugement de valeurs et recours à l'imagination. Il convient pour commencer d'expliquer rapidement comment des députés que l'on se met à appeler Girondins sont devenus des ennemis publics, afin de comprendre leur destinée de l'éviction parlementaire jusqu'à la mort pour la plupart d'entre eux, et afin également d'être en capacité d'analyser les ambiguïtés de la mémoire que ces événements ont laissées. Donc, pour commencer, nous nous demanderons comment les Girondins sont-ils devenus des ennemis publics et, bien évidemment, d'abord, première chose, qui sont les Girondins? Alors, c'est bien connu, le département de la Gironde élit 8 députés à la Convention, que l'on désigne souvent comme des Girondins, un chirurgien de Saint-Macaire, Bergouing, des négociants, Boyer-Fauffret, Ducos et Lacaze de Livourne, des avocats comme Jean Sonnet, Grangeneuve, Vergniaud, sans oublier bien sûr Marguerite Ligadet de Saint-Émilion. Il faut préciser toutefois que tous les députés du département de la Gironde ne furent pas des Girondins au sens politique du terme. En effet, Delayre, Garot et Jay siégèrent à la montagne et Duplantier à la plaine. De même, tous les Girondins de la Convention ne venaient pas de Gironde. Dans ce groupe figurent aussi des députés venus d'ailleurs, on l'a vu, des gens de Paris, de Normandie, de Bretagne, du sud-est et du sud-ouest de la France. Enfin, tous les Girondins n'étaient pas des députés, puisque Manon Roland était l'épouse remarquablement lettrée du ministre Roland, dont elle était la collaboratrice, et la montalbanaise Olympe de Gouges avait écrit des brochures et des pièces de théâtre combattant l'esclavage et défendant l'égalité des sexes, et elle aussi prit parti pour les Girondins. Je voudrais dire d'emblée que les Girondins étaient d'authentiques républicains. Sous l'Ancien Régime, une quinzaine des hommes qui seront plus tard constitués en Girondins par la répression politique en 1793, une quinzaine de ces hommes publient dès l'Ancien Régime de fortes critiques de la monarchie absolue et de la société d'ordre, qui montrent que c'étaient des esprits éclairés. Condorcet, par exemple, défend la philosophie du droit naturel, qui fait de la liberté des personnes, de l'égalité entre les hommes et de la sûreté des biens
des attributs inhérents à la condition humaine. Il réclame dès 1781 l'abolition de la traite des Noirs dans ses réflexions sur l'esclavage des nègres. Brissot fonde avec lui la Société des Amis des Noirs en 1788, dont Gadet sera membre, en vue de l'interdiction de la traite et de la sortie progressive de l'esclavage par l'instruction des Noirs. Condorcet propose dès 1787 le droit de vote et l'éligibilité pour les femmes propriétaires. Il explique les assignations genrées des rôles sociaux par l'insuffisance de l'éducation des femmes. Brissot et Condorcet, qui admirent les États-Unis, se disent républicains dès l'Ancien Régime. Estimant que les États ont avantage à éviter la guerre quand ils le peuvent, Condorcet suggère même la création d'un tribunal international chargé de conserver la paix et de policer la guerre. Au début de la Révolution, Pétion, élu aux États généraux, gagne avec Robespierre le surnom d'incorruptible. Il défend un droit de vote universel, ainsi que la nécessité d'une constitution qui sépare l'exécutif du législatif. Un législatif monocaméral, disposant du budget de la guerre et de la paix. Ces députés obtiennent l'égalité civile pour les hommes de couleur. Ils promeuvent la suppression de la noblesse, l'égalité successorale, la laïcisation de l'état civil, la définition d'un âge minimum pour le mariage. Ils contribuent à la législation autorisant le divorce, etc. Leur attachement à la liberté du commerce n'est pas absolu. S'ils défendent la liberté des prix à l'intérieur, ils font voter à l'extérieur un tarif protectionniste et critiquent la guerre de course. Les Girondins se montrent également hostiles aux grandes disparités de fortune, attachés à l'équité d'une fiscalité proportionnelle et à la redistribution sociale. À la fin de la monarchie constitutionnelle et au début de la République, existe donc une sensibilité républicaine, progressiste et émancipatrice, cosmopolite et attachée aux droits de l'homme et du citoyen, dont le nom va pourtant devenir celui du mal politique à expurger. Le terme girondin est une appellation disqualifiante. Ce terme suggère que ces députés défendent en réalité les intérêts particuliers d'un département, plutôt que l'intérêt national. Ce soupçon d'un particularisme perçu comme dissolvant à l'heure de la construction de l'unité nationale et en rupture avec la mosaïque politique qui était l'Ancien Régime, eh bien ces soupçons se répandent après la chute de la monarchie, à laquelle les Girondins, que je vais continuer d'appeler ainsi, faute de mieux, par commodité, la chute de la monarchie à laquelle les Girondins ont pourtant singulièrement contribué par leur calcul de la guerre qui révèle effectivement la duplicité du roi. La situation politique est alors complexe. Une concurrence politique s'instaure entre, d'une part, la Commune de Paris, qui est illégale, mais qui est légitime, car à l'origine de l'insurrection du 10 août, et d'autre part, l'Assemblée législative, qui elle est légale, mais qui est affaiblie par son inertie politique dans l'été 1792. Elle n'a pas su, en effet, elle était composée, il est vrai, d'une majorité de monarchistes constitutionnels, elle n'a pas su prendre la décision, il est vrai, inconstitutionnelle, de destituer le roi. Même si les Girondins, Condorcet, Vergniaud et Brissot ont très vivement attaqué le roi à l'Assemblée, Robespierre, depuis la Commune, qui n'a pas partagé leur choix politique, entend nuire à leur popularité en suggérant que, sous prétexte que la législative n'a pas su voter la suspension de Louis XVI, eh bien les Girondins seraient des royalistes masqués. Fin août 1793, la France est en guerre et la guerre tourne mal. Les Prussiens
perce la frontière à l'est et menace de marcher sur Paris. Longwy et Verdun tombent. La rumeur se répand dans Paris qu'un complot contre-révolutionnaire se préparerait afin d'obtenir les contre-révolutionnaires qui avaient défendu le roi et afin aussi de faire la jonction avec les armées austro-prussiennes. Les sans-culottes parisiens courent s'inscrire pour aller défendre la République, enfin la nation, aux frontières, mais avant de partir, eh bien, ils passent à l'acte, ils procèdent à une justice expéditive afin, pense-t-il, de protéger leur famille, et lors du transfert de prisonniers suspectés de faire partie de ce complot contre-révolutionnaire, eh bien, le massacre commence le 2 septembre 1792, et c'est entre 1 millier et 1,5 millier de personnes, la plupart des prisonniers de droit commun, qui sont tués pendant 4 jours. Ce sont les massacres de septembre. Certains hommes politiques tentent d'utiliser cette violence populaire et spontanée à des fins politiques et personnelles. Pendant les massacres, Robespierre dénonce depuis la tribune des Jacobins Brissot et Vergniaud comme des traîtres à la solde de l'ennemi. C'est une véritable désignation à la vindicte populaire dans une période de massacre. Et les Girondins sont obligés de se cacher pour se protéger. Un peu plus tard, quand les Girondins dénoncent cette violence inutile des massacres de septembre, Robespierre et d'autres se saisissent de ce prétexte pour arguer qu'on ne peut critiquer Paris en septembre sans critiquer la prise des Tuileries en août. Et ils inventent une prétendue haine de Paris de la part des Girondins. Et ils construisent la fable selon laquelle les Girondins auraient voulu, en cas d'invasion étrangère, fuir dans le sud de la France avec le roi, la famille royale et le trésor afin de fonder une république du Midi. Alors, j'ai passé, c'est le moment de vous faire une confidence, j'ai passé environ une trentaine d'années de ma vie à écumer diverses archives de France et de Navarre et même à l'étranger. Je suis même allée aux archives nationales britanniques. Je n'ai jamais trouvé la moindre trace de ce complot fédéraliste et de ce projet de République du Midi. Quand je dis que c'est une fable, un mythe, je pèse mes mots, c'est un discours politique. Et un discours politique n'a pas vocation à faire de l'histoire. Un discours politique a vocation de faire de la politique et de discréditer ses adversaires. Ne serait-ce qu'une preuve, regardez, celle-ci est quand même spectaculaire, c'est un sceau. C'est le sceau de l'Assemblée centrale de résistance à l'oppression qui s'est constitué ensuite après l'arrestation des députés girondins. J'opère un petit saut dans le temps. Je connais bien cet exemple puisqu'il se déroule à Caen. Et alors je ne sais pas si c'est vraiment visible, mais que dit ce sceau? Il proclame en son centre, ici, unité et indivisibilité de la République. Unité et indivisibilité de la République. Vous voyez, on peut faire plus fédéraliste. Donc, le fédéralisme, c'est un discours politique qui ne dit pas la vérité, mais seulement l'inventivité des stratégies et le pluriel des arrière-pensées. Lorsque ensuite les Girondins essaient, pendant l'hiver 92-93, d'éviter la mort du roi, pas par royalisme, mais par réalisme politique, pour éviter l'extension de la guerre à toute l'Europe, l'Europe qui est monarchiste, eh bien ils sont de même taxés de contre-révolution. Barbaroux, jeune avocat de Marseille, et pourtant connu pour avoir conduit les fédérés de son département à Paris, où ceux-ci jouent un rôle déterminant dans la prise des Tuileries. Et c'est lui qui lit l'acte d'accusation du roi, dont il vote la mort contre le sursis. Buzot, qui s'était fait connaître à la Constituante pour des principes démocratiques, réclame le jugement de Louis dès sa tentative de fuite arrêtée à Varennes en juin 1791.
et il fait voter en décembre 1792 la mort contre quiconque proposerait le rétablissement de la royauté. Même chose, pas très contre-révolutionnaire ni royaliste. Après l'échec de la proposition d'un référendum sur le sort de Louis, Buzeaud vote la mort, quoique avec sursis, comme Guadet, grand orateur qui savait soulever l'enthousiasme par ses interventions contre les troubles contre-révolutionnaires, contre les prêtres réfractaires également. Ces accusations fantaisistes, donc, de royalisme, de trahison, de fédéralisme, inlassablement répétées dans le discours politique de la première année de la Première République, finissent par susciter l'insurrection de Paris, au cours de laquelle la Convention décrète, sous la menace de la force armée et des canons, elle décrète le rapport sans rapport d'accusation, elle décrète l'arrestation sans rapport d'accusation. Il n'y a donc pas identification d'une faute préalablement définie judiciairement ou politiquement. Donc l'arrestation sans rapport d'accusation de 29 députés girondins qui sont donc placés en arrestation le 2 juin 1793. Le discours politique a donc réussi ce tour de force de constituer un groupe épars de députés unis seulement par leur progressisme réformiste et leur attachement à la République en dangereux ennemis publics. Nous allons voir maintenant ce qu'il advient de ces Girondins. Et d'abord, nous verrons que, après le décret de mise en arrestation des députés girondins, certains escomptent de la comparution devant le tribunal révolutionnaire l'occasion de faire la preuve de leur innocence. Ils espèrent qu'en étant jugés, ils vont pouvoir être entendus et dire leur vérité. Et ils acceptent leur détention, comme Vergniaud. Mais d'autres, discutant la légalité du décret du 2 juin en raison des circonstances insurrectionnelles, s'estiment déliés de toute obligation vis-à-vis d'une assemblée qu'il ne leur paraît pas jouir de sa liberté. Et ils choisissent de résister à un acte qu'ils disent arbitraire. Ils s'évadent et se cachent pour tenter de sauver leur vie. Une dizaine d'entre eux quittent la capitale, comme Louvet du Loiret, Salles de la Meurthe, Barbaroux, Guadet, Buzeaud, Pession et Valady, qui rejoignent Caen, dans le Calvados. Puis, après l'échec de l'insurrection du Calvados, traversent la Normandie vers la Bretagne avec les forces départementales qui avaient été levées en vain, pour tenter d'aller restaurer l'Assemblée nationale et qui refluent après l'échec vers leur département d'origine, en quelque sorte vaincus par le fait accompli et par la dimension fratricide que prendrait un affrontement entre républicains dans un contexte de guerre extérieure et intérieure contre les forces de la contre-révolution. Louvet décrit cette marche avec les fédérés normands et bretons, et sa bonne nature lui fait apprécier certains aspects de cette équipée rocambolesque. Il écrit « Notre situation eut d'abord quelque chose d'assez doux et de très piquant. Je trouvais pour moi fort agréable de faire avec ces braves gens ma journée à pied, de boire et de manger avec eux sur la route, le verre de cidre, le petit morceau de beurre et le pain de munition. Puis à la coucher d'aller avec un billet prendre modestement mon logement chez un particulier qui, me croyant involontaire, ne se gênait nullement avec moi et me dispensait par là de toute espèce de cérémonie. » Mais il souligne aussi les faiblesses physiques de certains de ses collègues. Buzeaud, débarrassé de ses armes, était encore trop pesant. Non moins lourd, mais toujours plus courageux, Barbaroux, à 28 ans, gros et gras comme un homme de 40, et pour comble de mal, ayant attrapé une entorse, se traînait avec effort, appuyé tantôt sur mon bras, tantôt sur celui de Pession et Salles, également infatigables.
Après une longue route, jalonnée de périls, où la recherche du pain et du gîte leur fait courir en permanence le risque d'être reconnus, ils s'embarquent à bord de 2 navires qui partent de nuit, grâce à des complicités locales, vers la Gironde, où les fugitifs espèrent trouver une terre d'asile. Ils s'embarquent à bord de 2 navires, l'un près de Quimper, à bord de la Diligence, le 21 août, et l'autre, c'est un brick qui s'appelle l'Industrie et qui emporte de Lanvéoc, un peu plus au sud, le 20 septembre, Louvet, Gadet, Pession, Barbaroux, ainsi que Valady. La traversée maritime est grosse de nouveaux dangers, dont celui d'être arraisonné par les Anglais, à qui la République française a déclaré la guerre depuis février 1993. Alors on aurait pu imaginer que les fugitifs auraient pu se laisser capturer par les Anglais et auraient pu aller se mettre à l'abri. Mais il ne faut pas oublier que ces fugitifs sont et restent républicains. Ils ne veulent en aucun cas subir l'accusation d'émigration, ils ne veulent pas être confondus avec les contre-révolutionnaires. Et donc, ils résolvent, en cas de prise par les Anglais, de se suicider plutôt que de courir ce risque. Donc, finalement, tout se passe bien. Ils débarquent à Pauillac, puis s'entassent dans un plus petit bateau pour traverser la Gironde, passer devant Blaye et s'arrêter sur la rive droite de la Dordogne, juste après son embouchure, dans la région du Bec d'Ambès, le 24 septembre 1793. Ils ne savent pas encore, bien sûr, que la plupart d'entre eux vont y passer de longs mois de proscription. Les fugitifs sont encore pleins d'optimisme quant à l'état de l'opinion publique en Gironde. Ils ignorent que les représentants du peuple, ce sont des députés montagnards qui ont été envoyés en Gironde pour y rétablir l'ordre, Baudot et Isabeau. Ils ignorent que ces représentants du peuple conditionnent, depuis l'Aréole, l'approvisionnement de Bordeaux à l'allégeance au gouvernement révolutionnaire. Gadet et ses amis, heureux d'arriver comme ils le croient en terre promise, commettent l'imprudence de se dévoiler. Ils ne croient pas ce qu'on leur a dit à l'auberge voisine, à savoir que les maratistes, comme l'écrit Louvet, viennent de l'emporter à Bordeaux. Gadet part vérifier lui-même, de nuit, avec Pession. Il n'y reste que quelques heures et rentre consterné, sans même avoir vu son beau-père. L'appel que Vergniaud avait lancé en mai 1993 à ses concitoyens « Tenez-vous prêts, si l'on m'y force, je vous appelle de la tribune pour venir nous défendre, s'il en est temps et venger la liberté en exterminant les tyrans. Hommes de la Gironde, levez-vous !» Cet appel avait été entendu. Les citoyens du département de la Gironde ont en effet donné leur confiance à leurs élus locaux pour diriger une révolte qui ne visait pas à faire sécession, mais à défendre l'unité et l'indivisibilité de la République, en défendant le cœur de celle-ci, son Assemblée nationale et ses représentants élus par le peuple souverain. Mais en Gironde, comme dans les 2/3 des départements soulevés, le constat est le même. Que peuvent des réunions de citoyens, certes souverains, ou bien des élus locaux, contre le fait accompli à Paris, fort de la mainmise sur la puissance législative et sur la direction des armées de la République? La Commission populaire de salut public, qui s'est créée à Bordeaux le 9 juin 1793, a organisé l'insurrection en déclarant ne plus reconnaître l'Assemblée nationale. Elle a levé une force armée pour aller la rétablir. Elle a organisé la concertation avec les autres départements insurgés. Mais après 2 mois, le constat d'échec est tel qu'elle décrète elle-même sa propre dissolution le 2 août 1793, tandis que le petit millier d'hommes qu'elle a péniblement réussi à lever pour aller à Paris n'ont pas dépassé Langon. Le 18 septembre, la municipalité de Bordeaux est remplacée par un conseil général provisoire acquis à la montagne et peuplé de jacobins locaux.
Après le retour de Gadet et Pétion au bec d'Ambès, ils se terrent avec les autres fugitifs dans une maison ayant appartenu au beau-père de Gadet, François-Xavier Dupeyrat, au bec d'Ambès, une maison dont il avait gardé l'administration. Et ils ont la prudence, cette fois-ci, ils ont bien compris, de faire répandre par la domesticité le bruit qu'ils se sont rembarqués vers l'océan. La prudence était en effet de mise, la suite le montre, car l'aubergiste voisin, que Louvet qualifie de maratiste soldé, se rend dès le lendemain à Bordeaux rapporter le passage des contre-révolutionnaires au bec d'Ambès. L'inspecteur général des côtes ordonne aussitôt une descente armée au bec d'Ambès qui manque les fugitifs. Ce qui n'est pas sans provoquer l'ironie joyeuse du romancier Louvet, qui écrit avec la forfanterie et l'hyperbole rendue possible par la rédaction après coup. Il écrit ceci: « Nous n'étions pas encore sur l'eau lorsqu'à la faveur des ombres de la nuit, 400 braves, armés de pied en cap, vinrent braquer 2 pièces de canon sur une maison de campagne où ils espéraient trouver 8 à 10 victimes. Telle fut cette glorieuse expédition du bec d'Ambès. Pendant que ces messieurs, sabres à la main, drapeaux flottants et mèches allumées, s'amusaient à tâter nos lits, nous, avec moins de bruit, nous faisions de meilleures besognes. Nous arrivions à Saint-Émilion. » Louvet, qui sait bien que les Girondins sont partis en réalité au moins 9 heures avant l'arrivée de la troupe, se moque en réalité du rapport au comité de salut public qu'a envoyé le représentant du peuple en mission Baudot et qu'il s'est efforcé de rendre flatteur en prétendant qu'il les a manqués de peu. Mais, peu importe ces inventions diverses, l'alerte a été chaude et les Girondins y ont appris la nécessité de la discrétion. Gadet part rejoindre son père à Saint-Émilion, lequel déclare lors de son interrogatoire 6 mois plus tard que son fils, venu un soir après minuit, sans s'être annoncé et en se jetant à ses pieds pour implorer l'asile, déclarant que s'il refusait, il se suiciderait, eh bien Jean Gadet confie « J'avoue que mes entrailles s'émurent et que je ne sus le renvoyer. » Il fait croire aux 2 servantes, le lendemain, que son fils est reparti la nuit et il l'accueille secrètement. Salles, quant à lui, qui était arrivé par les premiers convois, qui s'était caché à Bordeaux, est déjà chez Madame Bouquet. Madame Bouquet, c'est Marie-Thérèse Dupeyrat. C'est la fille d'un négociant bordelais, François-Xavier Dupeyrat, dont on a déjà parlé, et sa sœur, Françoise Dupeyrat, est l'épouse du député Gadet. Marie-Thérèse Dupeyrat a épousé François Bouquet, qui était un homme de loi de Saint-Émilion, régisseur des domaines nationaux de Saint-Cloud et de Fontainebleau. Il demeure à Paris, tandis que Madame Bouquet rentre à Bordeaux pour y aider les Girondins, comme le prouve une lettre qu'elle a écrite à son curé, Nicolas Paris. Le député Salles, après s'être caché plusieurs semaines à Bordeaux, a réussi à aller trouver Dupeyrat pour lui demander de l'aide à la mi-septembre. Madame Bouquet, présente, lui a offert de le loger dans la maison qu'elle possède, rue du Chapitre, à Saint-Émilion, où il retrouve Gadet, tandis qu'arrivent, quelques jours plus tard, Pétion, Buzeau, Barbaroux, Louvet, puis Valady, guidés par Gadet-Saint-Brice, le frère cadet de Gadet, qui était un militaire adjudant général de l'armée de Moselle et qui avait été suspendu en raison de sa parenté suspecte. Celui ne peut leur cacher le peu de succès que ces demandes d'aide ont rencontré. Les proscrits font alors le choix de se séparer. Louvet prend la décision de rejoindre sa bien-aimée à Paris, tandis que Barbaroux, Valady, Pétion et Buzeau partent d'un côté, Salles et Gadet de l'autre. Les 4 premiers se perdent aussitôt de nuit et comprennent l'unanimité de leur projet. Ils s'arrêtent au presbytère de Pomerol, où le curé Jacques Trémolière les accueille 2 jours, puis les place chez un gros paysan qui accepte de les cacher dans une grange à foin de sa ferme au lieu-dit Sansonnet. Mais le représentant en mission Tallien organise une descente armée à Saint-Émilion.
Il destitue la municipalité de la ville, qu'il repeuple de jacobins locaux. Il fait placer Jean Gadet en état d'arrestation chez lui et incarcérer nombre de parents et amis. Les proscrits s'abritent alors chez diverses personnes à l'extérieur de Saint-Émilion, chez Penaud, maire de Saint-Genès de Castillon, chez Simonet, chez Maurice Coste, qui était notaire à Castillon, à l'auberge de Castillon, chez Potier, puis chez Maumet à Moulietz et Quessard à Saint-Martial. Enfin, à la mi-octobre, les proscrits se terrent dans le souterrain que les Bouquet ont sous leur jardin. Ici, vous aviez bien sûr la maison Gadet, la maison du père de Gadet. Et donc, à la mi-octobre, ils s'enterrent, le mot est juste, dans une ancienne carrière qui avait 2 étages, dont l'étage supérieur communiquait avec le puits. Les fugitifs habitent, si l'on peut dire, l'étage inférieur, dans lequel on descendait par une échelle et que l'on pouvait clore en haut par une trappe en bois. L'étage supérieur était accessible depuis l'extérieur par le puits ou par un conduit d'évacuation des eaux pluviales ayant un regard dans la cour. Le procès-verbal de perquisition, dressé ultérieurement, décrit un mobilier sommaire, des matelas, des traversins, des couvertures, un peu d'argenterie, des livres dont l'esprit des lois, ainsi qu'une petite table où les uns rédigent sans doute leur mémoire, d'autres comme salle, des vers et du théâtre. Les députés utilisent une perche avec un crochet pour faire remonter ou recevoir des objets dans le puits sans s'y engager de eux-mêmes. Ils sont donc 7. Et l'air se renouvelant difficilement, le caveau devient vite irrespirable. Ce qui explique que les fugitifs aménagent une cachette sous le toit de la maison Bouquet à l'un des angles de la charpente. La déposition d'une des servantes permet de savoir que les derniers arrivés, Barbaroux, Pession et Buzeau, prennent l'habitude de demeurer dans la chambre au-dessus de la cuisine, qu'ils ne quittent presque jamais, sauf en cas d'alerte pour monter dans la cachette au grenier. Les autres passent leur jour au caveau, où ils passent leur temps à lire, écrire, dormir, réfléchir et deviser à voix basse. Les conventionnels éprouvent, à n'en pas douter, une gratitude infinie envers Madame Bouquet, à qui Louvet rend ainsi hommage. Au milieu de tant de dépravation, cependant, il est consolant d'avoir à déclarer qu'il existe encore en France quelques êtres dignes de liberté. Nous les avons trouvés surtout parmi les individus de ce sexe réputé frivole et timide. Ce sont des femmes qui nous ont prodigué les soins les plus touchants, et tous ces généreux secours qu'une compassion généreuse ne sait point refuser aux malheurs non mérités. Ô Madame, je ne puis vous nommer aujourd'hui sans vous perdre, mais la vertu ne reste pas sans récompense. Et s'il est toujours impossible que je vous produise à la récompense des républicains, du moins, n'en doutez pas, celui qui fit à son image votre âme céleste, votre Dieu, le mien, un Dieu de bienveillance et de bonté, n'oubliera point les périlleux devoirs que vous avez remplis pour nous, et comment, environnés de vos bourreaux, vous leur avez dérobé leurs victimes. Un peu plus loin, dans ses mémoires, Louvet qualifie Madame Bouquet de fée, dont il loue la constance, le courage et le dévouement. Barbaroux la décrit comme une femme aimable et sensible. Pour Buzeau, c'est un ange, accouru de 100 lieues pour offrir aux fugitifs ses soins, sa maison, ses consolations. Tout ce qu'elle possède, enfin. Louvet souligne ses efforts pour nourrir 7 jeunes gens et livre cette description émue des habitudes de dîner qui s'instaurent rue du Chapitre. Les denrées étaient rares dans le département. On ne lui fournissait pour sa part qu'une livre de pain par jour, mais il y avait des pommes de terre et des haricots au grenier. Pour ne pas déjeuner, on se levait à midi. Une soupe de légumes faisait tout le dîner. À l'entrée de la nuit, nous quittions doucement nos demeures. Nous nous rassemblions autour d'elles. Tantôt un morceau de bœuf, obtenu à grand-peine à la boucherie, tantôt une pièce de la basse-cour, bientôt épuisée, quelques œufs, quelques légumes, un peu de lait, composaient le souper dont elle ne s'obstinait qu'à prendre un peu, pour nous en laisser davantage. Elle était au milieu de nous, comme une mère environnée de ses enfants,
pour lequel elle se sacrifie. Madame Bouquet a bien garde de continuer ses activités ordinaires pour ne pas donner l'éveil. Elle surveille donc ses propriétés à la campagne et elle reçoit. Elle n'ignore donc pas qu'au club de Saint-Émilion devenu jacobin, on a brûlé le portrait de Gadet et qu'à Libourne, c'est à une effigie de Buseau qu'on a mis le feu place du marché. Ou encore que la municipalité de Saint-Émilion enquête sur eux et que le 4 novembre a eu lieu la vente au profit de la nation des biens de Gadet, dont le père était toujours en état d'arrestation chez lui. Cependant, le tribunal révolutionnaire de Bordeaux, la commission militaire, dirigée par Lacombe, de sinistre mémoire, eh bien, la commission militaire se déplace à Libourne à partir du 3 novembre 1793. Et la conscience des périls est évidente pour les proscrits, qui savent certainement que le journaliste Gorsas a été exécuté le 7 octobre à Paris, que 21 députés girondins y ont été exécutés le 31 octobre, que Birotteau, député des Pyrénées-Orientales, a été exécuté à Bordeaux le 24 octobre. Mais Louvet continue à mettre en scène Madame Bouquet en héroïne inaltérable, au milieu de périls exacerbés. Mon Dieu, qu'ils viennent les inquisiteurs, nous disait-elle avec calme et gaieté. Je suis tranquille, pourvu que ce ne soit pas vous qui vous chargiez de les recevoir. Seulement, je craindrais qu'ils ne m'arrêtent. Que deviendriez-vous? Les difficultés d'approvisionnement, les menaces de la domesticité, qui se demandent qui sont ces messieurs, les sollicitations du prêtre Paris, qui veut protéger Madame Bouquet, peut-être ses parents également, convainquent celle-ci de demander aux Girondins de partir. Le coup est sans doute rude pour eux, qui apprennent l'exécution de Madame Roland à Paris le 8 novembre. Ils se séparent alors en deux groupes, non plus en fonction des affinités personnelles, mais des capacités physiques des uns et des autres. Parmi les bons marcheurs, Valady songe à rejoindre son département d'origine, l'Aveyron, mais il est rapidement intercepté près de Montpont, traduit au tribunal de Périgueux. Il y est condamné à mort le 5 décembre 1793. Le même jour, Louvet s'étant séparé de ses camarades, au terme d'un pari fou, on l'a dit, il voulait rejoindre sa bien-aimée à Paris. Eh bien, il réussit et il se jette dans les bras de sa Lodoïska et ils partent tous deux abriter leurs amours dans le Jura, dit-il. Peut-être plus probablement en Suisse, mais l'émigration, comme je vous l'ai expliqué, était mal portée. Son témoignage désormais manque cruellement aux tentatives de reconstitution de l'existence clandestine des proscrits à partir de la mi-novembre, qui a fait l'objet de propositions diverses. Roger Brouillard se fie raisonnablement à un récit anonyme qu'il attribue à Pierre Palmade, un homme de loi, beau-frère de Madame Bouquet, habitant à Saint-Émilion, tout près de celle-ci. Et ce récit a le mérite d'avoir été rédigé au moment des faits. Et il paraît donc plus fiable que des documents rédigés 25 ou 70 ans plus tard, qui proposent d'autres versions. Donc, on peut savoir que Gadet et Salles, après une nuit dans une carrière près du château Ferrand, se cachent quelques jours aux environs de Montpont, chez une dame que Gadet a autrefois obligée en justice. Puis ils reviennent chez le père de Gadet à Saint-Émilion. Buseau, Pession et Barbaroux, qui se fatiguent vite, songent à rejoindre l'océan à pied, mais constatant rapidement l'irréalisme de leur dessein, reviennent le lendemain à Saint-Émilion, où le curé Paris les accueille rue du Tertre Genévrier, comme celui le reconnaît dans son interrogatoire ultérieur. Je crus, par un sentiment d'humanité, ne pouvoir leur refuser asile. Dès cette époque, Buseau songe à se supprimer, comme en témoigne la lettre d'adieu qu'il écrit à son ami Jérôme Letellier, apothicaire d'Évreux. Une nouvelle descente a lieu à Saint-Émilion début janvier 1994, où le comité de surveillance de Bordeaux cherche des diamants. Vous allez me dire étrange.
des diamants qui ont été volés aux garde-meubles après la chute de la monarchie. Aux garde-meubles, ce sont les diamants de la couronne. Alors pourquoi on va les chercher à Saint-Émilion? Eh bien parce que Robert Bouquet a été régisseur des domaines nationaux. Et on se demande s'il n'aurait pas trempé dans cette affaire. Cette inspection peu motivée, peu approfondie, inquiète cependant. Même si la troupe ne visite pas la maison Paris et sa grotte, elle inspecte, quoi qu'en vain pour le moment, la maison de Gadet père. Et tout ce raffut effraie la bonne du curé Paris qui menace de livrer les proscrits, lesquels quittent donc la maison vers la mi-janvier pour retourner quelques jours chez Madame Bouquet avant que celle-ci n'arrive à les placer chez le curé Jean-Baptiste Trocard. Un pauvre perruquier barbier ambulant qui vivait dans une modeste maison située à l'intersection de la rue des Grands-Bancs, l'actuelle rue Gadet, donc à l'intersection de la rue des Grands-Bancs et de la rue Porte-Brunet. L'homme avait été bien choisi, trop pauvre pour refuser les 500 livres que lui donne Robert Bouquet, et il parvient par ses pérégrinations professionnelles pour aller visiter ses clients à la ville et à la campagne, il parvient à s'approvisionner discrètement pour nourrir les réfugiés qui demeurent chez lui pendant plusieurs mois. De même que Gadet, à nouveau dans la maison paternelle, avec Salles, après que la garde de la maison de Salles ait été levée. Vous savez que cette affaire finit mal. En effet, l'arrivée d'un nouveau représentant du peuple, Marc-Antoine Julien, envoyé à Paris, met fin au relatif modérantisme de Tallien et relance la traque contre les Girondins. Julien ordonne le 24 prairial en 2, nous sommes le 12 juin 1794, il ordonne une battue à Saint-Émilion, à Émilion-la-Montagne et à Livourne. Vous voyez que le nom a été régénéré, comme on dit à l'époque. Il opère avec des troupes requises à Sainte-Foy et avec les fameux dogues du boucher Marcon. Le procès-verbal de l'arrestation de Gadet et Salles indique que la troupe prend Saint-Émilion en tenaille le 29 prairial en 2, c'est-à-dire le 17 juin. La troupe investit la maison de Gadet, fouillée minutieusement pendant 5 heures en vain. La troupe va partir jusqu'à ce que quelqu'un découvre in extremis la cave au plafond de la cuisine qui ouvrait la soupente où se cachent les proscrits. On monte sur le toit depuis l'extérieur, on découvre le toit en enlevant les tuiles une à une et on débusque les deux conventionnels qui sont de recherche conduits à Bordeaux avec toute la famille et la domesticité. Élie Gadet est interrogé par le comité de surveillance auquel il refuse de délivrer aucune information, puis il comparaît le lendemain devant la commission militaire qui se contente de reconnaître l'identité de ce député décrété traître à la patrie et il est exécuté le 1er Messidor en 2, c'est-à-dire le 19 juin 1794, de même que Jean-Baptiste Salles. Le 29 prairial, jour de l'arrestation de Gadet et de sa famille, Pession, Buzeau et Barbaroux quittent la maison Trocard afin de ne pas mettre la vie du perruquier davantage en danger. Ils sortent de Saint-Émilion la nuit par la porte Brunet, sans but connu. Mais en avait-il un? Sur la commune de Saint-Magne, près de Castillon, ils s'arrêtent le lendemain, 30 prairial, 18 juin, dans une pinède. Ils entendent la marche d'une troupe se dirigeant vers Castillon. Et si Pession et Buzeau arrivent à s'esquiver, Barbaroux, qui est devenu trop gros, comme on l'a déjà dit, qui a perdu l'habitude de l'exercice au cours de ces mois de proscription, il ne peut fuir. Et il prend la décision de tourner son arme contre lui-même. Il a le malheur de se rater et il est cruellement blessé à la mâchoire vers l'oreille.
Il est aussitôt trouvé, bien sûr, par les volontaires qui ont entendu le coup de feu. Il est conduit dans une métairie sur la route de Libourne, où on l'observe comme une bête de foire, avant de le conduire à Bordeaux, où il est jugé et exécuté le 7 Messidor 2, c'est-à-dire 25 juin 1794. Quant à Buseaud, les pages finales de ses mémoires, qui relèvent ordinairement plutôt du pamphlet politique et de la justification partisane, eh bien, ces dernières pages, qui sont rédigées à une date incertaine de l'année 1794, expriment le désespoir le plus profond et une sorte d'effondrement psychologique que je vous lis. J'ai fini. Mon cœur ne peut suffire à tous les sentiments dont il est oppressé. Il en est de plus cruels encore que je suis obligée de dévorer en silence. Grand Dieu, que me reste-t-il à souffrir? Et que reste-t-il de moi-même? Tu donnas au malheureux l'espérance, et l'espérance aussi m'a abandonnée. Dans ces lieux, hélas, où la bienfaisante humanité m'a recueillie avec cette bonté délicate et prévenante, qui attire la reconnaissance d'une âme noble et élevée sans offenser sa fierté, je cherche en vain les objets qui me sont chers, qui me faisaient aimer la vie. Je ne trouve plus en moi que l'isolement de la solitude et le désespoir de n'avoir plus qu'un cœur qui ne sache y répondre et ranimer ma vie de sa douce flamme. Tout est perdu pour moi, à jamais. Que ces mots sont terribles. Ils me plongent dans le néant. Et toi, ma pauvre infortunée, ma femme, où es-tu? Que vas-tu devenir? Comme tu vas être délaissée sur cette terre, car je le sens, nous ne nous reverrons plus. Il faut finir, il faut nous séparer. Pession et Buseaud se suicident sans doute le soir même, peut-être mutuellement. Ce n'est que le 7 Messidor en 2, 25 juin, donc plusieurs jours après, que le juge de paix du canton de Castillon est prévenu avant minuit qu'ont été découverts 2 cadavres dans un champ de blé. Il se rend aussitôt sur les lieux et il constate que les 2 cadavres ont été dévorés par les chiens et que le haut du corps est, selon ses mots, très infect. De retour sur les lieux le lendemain matin, il note: nous avons un cadavre couché sur le dos, ayant une figure très noire, et les dents du côté droit de la mâchoire inférieure et supérieure cassées. Le dit cadavre étant rongé par les vers au col, et un boyau lui sortant du ventre, étant infect et inabordable. La nature des plaies indique donc un suicide par arme à feu tirée dans la bouche. Mais l'état du cadavre est tel, la figure, tout le haut du corps étant dévoré, n'y restant que les ossements, cheveux et poils grisâtres, eh bien, cet état est tel que seule la présence d'un pistolet à ses côtés permet d'attester le suicide. Le juge de paix ordonne que les 2 corps soient présentés à ceux qui leur ont donné asile, afin de les punir du crime de recel de conspirateurs, comme on disait alors. Mais le citoyen Lanoz, médecin à Castillon, requis de se rendre sur les lieux, s'y oppose pour des raisons de salubrité. Le juge de paix ordonne alors de les inhumer au lieu dit Fontpeyre. À Bordeaux, Jean Cadet protège lors de son interrogatoire sa sœur et les servantes de sa maison, prenant toute la responsabilité sur lui. Il prétend qu'il prélevait un peu de pain et de vin sur la ration familiale sans que personne ne s'en rende compte, pour la porter dans la soupente où il cachait les fugitifs, dont il se chargeait des pots de chambre et qu'il faisait sortir la nuit. Il est condamné à mort le 2 Thermidor en 2, 20 juillet, par la commission militaire de Bordeaux. De même que Marie Cadet, la tante, âgée de 63 à 64 ans, qui dit ignorer que son neveu fut chez elle avec un ami et qui se défend de leur avoir fourni du linge. Les servantes, en revanche, sont épargnées. Elisabeth Bernato, âgée de 45 ans, dont la condition domestique paraît engager moins fortement la responsabilité individuelle. Elle est condamnée à 1 an de prison, considérant, je cite, que sa profonde ignorance ne la mettait pas à portée de juger tout le mal qu'avaient et que pouvaient encore faire ces scélérats. Elisabeth No, âgée de 18 ans,
qui déclare avoir été empêché par sa tante Elisabeth Bernado de quitter la maison Gadet qu'elle trouvait suspecte, elle est libérée en raison de son ignorance du fait que les proscrits fussent hors la loi. Le frère de Gadet, Jean-Baptiste Gadet-Saint-Riz, qui est âgé de 30 ans, est arrêté le lendemain par rapport au reste de la famille. Il est interrogé à Bordeaux, il reconnaît avoir donné asile aux fugitifs, il ne donne aucune information utile, et il est également condamné à mort, mais il est assez crâne. Il proteste que là où l'opinion est un crime, il n'y a plus de liberté. Et il indique que les Girondins étaient, je le cite, ennemis des rois, amis du peuple, qu'ils trouvaient la révolution souillée par trop d'effusion de sang et qu'ils étaient républicains dans l'âme, et que c'est là toute la reconnaissance qu'il ait pu avoir de leur opinion. Si donc vous le voyez, la Révolution avait supprimé l'opprobre qui s'étendait sur la famille des condamnés sous l'Ancien Régime, et si elle a rendu les peines strictement personnelles, la justice révolutionnaire, en revanche, en temps de guerre, sévit impitoyablement contre les complices de ceux qu'elle considère comme des ennemis de la patrie. Madame Bouquet est de même condamnée à mort le même jour avec son mari François Bouquet et son père François-Xavier Dupeyrat, qui est âgé de 77 ans. Le perruquier Trocard, en revanche, qui dit avoir agi par faiblesse et non dessein de conspirer contre la République, et qui prétend avoir ignoré que ces hommes étaient des députés hors la loi, et qu'il ne l'a appris qu'ensuite, eh bien, Trocard est arrêté, mais comme d'autres, il n'est pas jugé avant la fin de la Terreur. Et comme d'autres, comme Paris, comme le notaire Coste, comme Penaud, eh bien, ils sont libérés ultérieurement. Ce sont donc en tout une dizaine de personnes, 5 députés et 6 habitants de Saint-Émilion, qui perdent la vie au début de cet été 1794. Alors j'irai plus vite maintenant pour vous montrer que ce sont d'étranges vaincus. Alors pourquoi étranges? Bien, ils sont étranges parce que vous avez vu qu'ils ont été défaits dans le combat politique de l'an 2 au point d'y perdre la vie et d'engager celle de leurs parents et leurs amis. Mais leurs vainqueurs n'ont pas réussi au point de leur infliger une damnatio memoriae qui en efface jusqu'au souvenir. Au début, certes, les années qui suivent sont celles d'un grand silence, à tel point qu'on peut parler d'une mémoire empêchée. Alors, je n'ai plus le temps de vous parler de la fête qui a lieu au début du directoire et qui était censée commémorer la mort des Girondins, mais on va simplement dire que cette fête commémorative, elle s'effectue complètement à la sauvette, d'une part, parce qu'elle arrive en Vendémiaire en Troyes. Et Vendémiaire en Troyes, c'est le moment des insurrections royalistes de Paris. Et à vrai dire, les députés ont, pardonnez-moi, d'autres chats à fouetter. Hein. Ils n'ont pas l'esprit très tranquille, très libre, et ils expédient cela rapidement. Non seulement ils expédient cela rapidement, mais d'une certaine façon, si je puis parler trivialement, ils noient le poisson. Ils évoquent certes 47 noms, mais ils en adjoignent d'autres, dont Desmoulins. Oui, Desmoulins, lui aussi, est mort de la terreur, mais il se trouve que Desmoulins a singulièrement contribué à la mort des Girondins, hein, qu'il a considérablement, gravement dénoncé dans un pamphlet intitulé « Jacques-Pierre Brissot démasqué ». Donc vous voyez, mettre ensemble Brissot et Desmoulins, c'est diluer complètement le sens de cette fête. Alors, on pourrait ensuite parler des traces du passé. Bien sûr, les traces du passé, elles apparaissent à Bordeaux assez clairement. Mais quand Vergniaud défendait sa vie au tribunal révolutionnaire, il s'était exclamé « On tuera mon corps, on ne tuera pas ma mémoire ». Mais en fait, pendant toute une partie du XIXe siècle, rien n'est moins sûr. Quand
Joseph Gadet publie son Histoire des Girondins en 1861. Aucun monument, aucune statue ne commémore ces événements. Il faut en fait attendre l'avènement de la Troisième République qui renoue le lien d'une filiation revendiquée avec la Révolution française, dont le centenaire est célébré en 1889, pour que naissent des projets commémoratifs. Alors ces projets, eh bien, c'est d'abord ceux de l'architecte Julien Gadet, qui est descendant du député de Saint-Émilion et qui rêvait d'un cénotaphe place Dauphine à Bordeaux, c'est la place nationale. L'actuelle place Gambetta, où tant de députés et de Bordelais et de Girondins ont péri exécutés, convaincus de fédéralisme. Mais finalement, c'est le projet de Dumilâtre que vous voyez ici, c'est la colonne des Girondins, ornée de tout un tas de symboles, symboles locaux, la Gironde, la Dordogne, de valeurs de la Troisième République militante, mais les Girondins, ils sont guère évoqués que par la plaque commémorative que vous voyez ici et qu'il faut vraiment bien regarder pour y lire les noms des 8 députés. On pourrait parler aussi de la stèle de Saint-Magne de Côte de Castillon. Sur la route départementale actuelle D936, en lisière de Saint-Magne, qui a été absorbée par Castillon. Étrange stèle, curieusement épargnée par une magnifique zone commerciale qui s'étend désormais derrière elle. Alors sur la pierre rongée par l'érosion du temps, j'ai pris une photo plus ancienne, l'inscription encore lisible indique qu'en cet endroit, le 18 juin, fut transporté le Girondin Barbaroux, qui, traqué par des troupes terroristes, venait de tenter de se suicider. D'abord conduit à Castillon, il fut mené ensuite à Bordeaux, où il monta sur l'échafaud. De l'autre côté de la route, dans un champ longtemps appelé le champ des émigrés, les Girondins, Pétion et Buzeau se suicidèrent le soir de ce même jour. On pourrait enfin évoquer l'onomastique urbaine, mais qui ne paraît pas prédisposée à évoquer les grands noms de ce parti. Pétion a bien sûr une rue à Chartres et à Dreux, Buzeau en a une à Évreux, Barbaroux à Marseille, Gadet à Saint-Émilion, Madame Bouquet également, mais les occurrences en France dépassent rarement la demi-douzaine. Les traces du passé existent, mais elles sont relativement discrètes. Et enfin, occupons-nous de la façon dont on a parlé des Girondins. On va d'abord expliquer que la rhétorique révolutionnaire, en 93-94, a gravé d'une certaine façon dans le marbre de l'histoire l'imputation fédéraliste, ce prétendu fédéralisme imaginé par les montagnards qui ont eu littéralement le dernier mot. Ce fédéralisme demeure. Il sert à plein de choses. Il sert à de multiples usages politiques ultérieurs. La justification, bien évidemment, montagnarde de la politique de salut public, que l'on voit par exemple lorsque le président du tribunal révolutionnaire de Paris, Dumas, annonce devant le club des Jacobins à Paris cette merveilleuse nouvelle. Je suis un peu ironique. Gadet et Sall ont enfin payé de leur tête leurs crimes contre la République. C'est scélérat, dit-il, qui s'étaient réfugiés à Saint-Émilion. On les a retrouvés dans le grenier du père de Gadet. Sall s'y occupait à faire une comédie où le comité de salut public jouait les premiers rôles et y était traité comme il est facile de l'imaginer. Mais Sall ne doutait pas qu'il s'agissait plutôt d'une tragédie où il devait figurer lui-même. Et la morale, entre guillemets, de l'histoire tombe, une âme criminelle ne peut trouver de ressources. Et tous les conspirateurs doivent enfin se persuader que le dénouement de toutes les trames qu'ils entreprennent sera toujours leur dernier supplice. L'exemple de Gadet et Sall sert donc à poursuivre la terreur, à faire peur et à montrer qu'il n'y a pas d'autre issue pour ceux qui sont taxés de contre-révolution. Ce discours édifiant est retranscrit dans le journal de la montagne et diffusé dans tout le pays. Même mort, les Girondins peuvent encore faire de l'usage. L'inanité du fédéralisme par la suite n'est pas détruite pour diverses raisons qu'on n'a plus le temps de détailler ici. J'ai simplement mis ici
une citation d'Albert Soboul, historien marxiste, qui ne peut reconnaître, évidemment, et de mettre en doute les héros montagnards et jacobins. Et donc, on invente des choses qui, à mes yeux, c'est une invention, des choses qui n'ont strictement aucune signification. Le fédéralisme eut un contenu social plus marqué que son aspect politique. Je ne vois pas très bien. Bon, peu importe. On va dire que le renouveau de l'histoire des Girondins s'opère à partir des années 60, grâce à des chercheurs étrangers venus d'États qui ne connaissent pas l'ostracisme du fédéralisme. Et ces étrangers, anglo-saxons essentiellement, inspirent l'école critique de François Furet et Mona Ozouf, qui, vous le savez, organise un grand colloque à Saint-Émilion en 1989, publié en 1991. Mais cette dernière, Mona Ozouf, continue à prendre au sérieux l'hypothèse du fédéralisme en raison de la tendresse régionaliste que ses origines bretonnes expliquent. De même que François Furet ne semble pas pardonner aux Girondins, il est hyper sévère finalement envers les Girondins, il ne semble pas leur pardonner leur rôle dans la chute de la royauté, parce qu'il a tendance à opposer la monarchie constitutionnelle comme une bonne, entre guillemets, révolution comparable à la révolution britannique, à une mauvaise révolution qu'il assimile, celle de 93, qu'il assimile à la révolution bolchevique russe de 1917. Aujourd'hui encore, les Girondins, dont on peut espérer que l'histoire soit mieux entendue, les Girondins sont encore régulièrement invoqués dans le discours politique, mais ils sont toujours fossilisés à contre-emploi dans leur rôle de décentralisateur quand il s'agit de faire miroiter aux élus locaux d'illusoires compensations face au désengagement de l'État. Mais peu importe, j'ai envie de dire, puisque l'on parle toujours d'eux, je reviens à mon titre d'étrange vaincu. Vaincu, oui, mais 200 ans après, on en parle toujours. On en parle toujours, mais pas seulement à Saint-Émilion, non loin du château Gadet, du restaurant Les Girondines et du meublé de tourisme qui s'appelle, sur Booking, Demeure des Girondins. Si les malheureux Girondins ont échoué dans le temps court de leur vie et dans un petit village du sud-ouest, 200 ans plus tard, ils résistent toujours. Et ils sont toujours connus nationalement évidemment, mais connus internationalement. Les chercheurs américains, japonais, australiens qui travaillent sur la Révolution française les connaissent évidemment. Même si, dans le langage public, dans les usages publics de l'histoire, les Girondins sont toujours présentés sous le cliché de leur prétendu fédéralisme, opposé à un centralisme jacobin qui n'existe pas davantage, mais qui les lie pour jamais à leurs meilleurs ennemis. Quelle plus ironique victoire! J'en termine là-dessus et je vous remercie pour votre attention. Voilà, je crois qu'on a vu un bel exemple de lien entre la grande histoire, avec la définition de qui étaient les Girondins, en vérité, qu'est-ce qu'ils représentaient politiquement, socialement, et puis notre micro-histoire de ce périple tragique où vous avez bien détaillé tout ce qui s'était passé pendant en gros une année entre leur arrivée en Gironde et puis les exécutions ou les suicides qui ont terminé, cette histoire. Et puis ce qu'il en reste aujourd'hui aussi, c'est important. Donc un bel exemple de va-et-vient, si je puis dire, entre la grande histoire et l'histoire locale, la micro-histoire. Je pense qu'on peut vraiment remercier très chaleureusement Madame de Battant. Bon, il y a peut-être des questions. Malheureusement, on n'a qu'un micro, donc ça ne marche plus. Peut-être que ce soit revu, mais ça ne dépend pas de nous. Donc, s'il y a des questions, je vous inviterai à vous lever pour qu'on vous
vous entende distinctement. Tout d'abord, merci de cette présentation. Juste deux, trois petits trucs. Deux, trois petites questions. La première, métier du père de Gadet. Gadet était bien avocat? A-t-il été président de la Convention ou pas? Alors, le métier de Gadet, je sais qu'il a été jurat de Saint-Émilion sous l'Ancien Régime. Je crois me souvenir, je le vérifie tout de suite dans mes notes, mais je pense qu'il était courtier en vin. Tu parles de Jean Gadet? De Jean Gadet. Là, le père. Le père était courtier en vin, le fils. Il a été maire. Il a été maire de Saint-Émilion, il a été jurat. Voilà, le fils est avocat, il est homme de loi. Voilà. Ah, il est bien avocat, c'est indubitable. Il a été président de la Et il est fort probable, je peux le vérifier sans aucun problème, je le fais savoir, mais je suis quasi certaine qu'il a été président de la Convention nationale pour une raison simple, hein, c'est que la Convention change très fréquemment de président tous les 15 jours, car on se méfie du pouvoir personnel. Alors je ne sais plus si c'est tous les 15 jours ou tous les mois, mais c'est très très fréquent. Et en fait, ils sont nombreux à avoir occupé le fauteuil. Et Gadet, qui était vraiment pas le moindre des députés là, c'est quand même très vraisemblable qu'il l'ait fait. Mais je le vérifierai. David Soumy. Il n'y a que. Oui, j'avais une question par rapport aux documents qui sont conservés aujourd'hui dans les collections de l'ancien ou futur musée d'histoire et d'archéologie de Saint-Émilion. Dans le tri que j'ai été amené à faire, donc il y a tous les fameux portraits sous je ne sais combien de versions de chers Girondins divers et variés, et puis pareil pour le puits des Girondins sous toutes ces formes. Et il y a tout un tas d'archives qui ont été compilées au fil du temps, et je me souviens alors je crois que c'est un discours de Gadet qui répond aux accusations de Robespierre. Et il y a quelques notes manuscrites de Gadet aussi. Je ne sais pas du tout si ces documents ont été étudiés. C'est vrai que dans les archives qui composent une partie de la collection, ça fera partie des documents qu'on mettra en valeur là, dans le futur musée, là, au logis de Malek, pour remettre un petit peu les Girondins au centre du village et apporter un regard renouvelé. Donc c'est vraiment intéressant tous les éléments que vous avez donnés. Et faire connaître aux Saint-Émilionnais, parce qu'effectivement, bon, on connaît l'art de Gadet, on connaît ces fameux Girondins, mais comme disait Guy tout à l'heure, la maison Gadet, finalement, les Saint-Émilionnais la connaissent plus beaucoup. Ça a été longtemps aussi le siège de ce fameux musée de Saint-Émilion, là, avant qu'il s'installe jusque dans les années 80, début 90, au logis de Malais, là où ils sont de nouveau. Mais la maison Gadet est un petit peu perdue de sa reconnaissance à l'époque. Ma question c'était surtout par rapport à ces archives, savoir si vous y aviez eu accès ou si déjà des chercheurs s'y sont intéressés à ces documents. Alors là, les papiers précisément auxquels vous faites allusion, c'est difficile de vous répondre. Mais disons simplement que les grands discours, merci, les grands discours, eux, sont très bien connus par ce que l'on appelle les archives parlementaires. En fait, c'est une compilation des discours qui a été effectuée au début du XXe siècle par des archivistes. Donc, en quelque sorte, alors ça se trouve sur Gallica, hein, le site numérique des archives nationales, c'est tout à fait téléchargeable. Un volume fait environ 700 pages et résume environ, enfin, sans résumé, hein, et retranscrit les débats d'une quinzaine de jours. Donc, c'est un puits sans fond, c'est une source merveilleuse, bien que un peu imparfaite, mais c'est extraordinaire. Donc évidemment, tous les discours sont présents là-dedans. Par ailleurs, en 2022 a été publié un dictionnaire des conventionnels. Il se trouve que les députés de la Gironde, c'est moi qui les ai analysés. Mais ce travail est en fait beaucoup plus ancien que la date de parution. Et je ne me rappelle pas de ce discours en particulier, j'avoue, de Gadet.
Mais si on reprend la notice, les discours individuellement de chaque député sont analysés. Hein, dans ce dictionnaire des conventionnels publié par Biard, Bourdin et Michel Biard, Michel Biard, Philippe Bourdin et Hervé Lepers. Voilà. Mais si je peux jeter un œil sur ces papiers, je ne souhaite pas de refus. Ma curiosité est grande. D'autres questions? Si vous pouvez vous lever, parce qu'on va il faut y aller, parce que c'est vrai que c'est... Il va falloir résoudre le problème du micro. Hein. Madame, votre travail bénédictin nous a rendu encore plus sympathique et Girondins. Et c'est vrai que comme passer par le milieu vers une triste aventure nous laisse un goût amer dans la bouche, parce qu'on peut se reconnaître un en deux. Mais si vous voulez, moi je reste un petit peu sur ma faim, parce que vous nous avez fourni qu'une petite partie. Les malheurs des Girondins, on aurait pu donner ce nom. Et on oublie ce qu'ils sont. Oui. D'abord, leur appartenance sociale, petite ou moyenne bourgeoisie, intellectuelle en général. Et c'est très important parce que tout ce que vous nous avez dit montre qu'ils sont coupés du peuple. Vous relatez le nombre de trahison, entre guillemets, des gens, des petites gens, des domestiques, etc., qui sont prêtes à dénoncer et qui vont provoquer bien souvent la mort des Girondins. Deuxième chose, leur manque de sens politique. Nous avons au XVIIIe siècle, en particulier dans la deuxième moitié du XVIIIe, l'exemple de la Révolution américaine, à laquelle ont participé énormément de Français. Et je suppose que les gens qui sont allés, qui ont participé, ont ramené quelques idées, quelques exemples. N'oublions pas que, au moment de notre révolution, le régime des